ce journal, ouverture ce matin du séminaire gouvernemental au CAS de Bellevue. La rencontre vise à déterminer les grandes lignes de chaque département ministériel. Fin de l'opération d'extraction et de destruction de munitions et explosifs sur le site du champ de tir de Kindia. Ce dimanche se jouera le choc à aller entre le Oroya Athletic Club et l'AS Kaloum, un derby très attendu par les fans des deux clubs rivaux de la capitale. Bonsoir à tous, c'est avec joie que je vous retrouve dans cette nouvelle édition d'information. Les cases de Bellevue ont servi de cadre ce vendredi au séminaire gouvernemental sous la houlette du Premier ministre Mamadi Youla en vue de définir la feuille de route de chaque ministre. Durant 2 jours, le gouvernement Youla se penchera sur les questions de développement socio-économique du pays. Adi Kamara. C'est un séminaire destiné à l'ensemble des membres du gouvernement guinéen. Ici, ils veulent avoir la meilleure stratégie possible pour faire évoluer les choses dans les domaines essentiels qui portent la matrice des objectifs fixés par le président de la République, professeur Alpha Condé. Une vision qui crée des conditions optimales pour la bonne conduite de l'action gouvernementale. Chacun des membres du gouvernement, tout au long de cette session, devra s'exercer à traduire en objectifs prioritaires et en actions phares ces orientations stratégiques pour constituer la trame des lettres de mission que M. le Premier ministre va assigner à chaque membre du gouvernement au sortir de ce séminaire. C'est aussi ce qui explique le caractère particulier de ce séminaire qui est essentiellement conçu dans une approche dynamique, largement participative. Cadre programme du travail gouvernemental 2016, c'est le socle sur lequel va se reposer cette rencontre ici au CAS de Bellevue, avec en prime la construction d'une architecture institutionnelle plus cohérente et plus efficace dans le pilotage des politiques publiques. Le gouvernement a désormais la lourde responsabilité de transformer cette vision du chef de l'État et les engagements qui en découlent en actions concrètes générant des impacts positifs et palpables pour les populations guinéennes. Chaque ministre devra ainsi, selon le canevas et les directives définies par le chef du gouvernement, initier des projets et actions au sein de son département afin de contribuer à l'atteinte des missions ainsi assignées par le chef de l'État au gouvernement. La bonne gouvernance constitue le socle de tout développement. Elle doit être impulsée du sommet de l'État et les premiers responsables doivent constituer un modèle pour toute administration publique qui se veut être une administration de développement. Ce séminaire gouvernemental constitue le point de départ et l'ancrage d'une nouvelle impulsion que j'entends donner en accord avec Monsieur le Président de la République, à l'action gouvernementale. Durant 2 jours donc, ces membres du gouvernement vont plancher sur les thèmes comme gouvernance et renforcement des capacités humaines et institutionnelles, accélération, diversification et durabilité de la croissance, développement des infrastructures de soutien à la croissance et renforcement de l'accès aux services sociaux de base et résilience des ménages. Pour donner du corps à ce grand conclave, l'exécutif guinéen nourrit de grandes ambitions vu le fond des projets déjà déclinés par des chefs de département ministériels. Habib Cham nous fait le récit de cette première journée sur la communication du ministre de la Justice et celui de la Sécurité. On l'écoute. Dans cette cité historique des cases de Bellevue se tient le séminaire gouvernemental de Grande Espérance. En toute sérénité, aux côtés du Premier ministre Mamadi Youla, les membres du gouvernement nourrissent chacun de fortes ambitions. Un idéal traduit dans un chapelet de priorités. À cet impératif devra répondre cette retraite de 2 jours dont la teneur n'a pas tardé à retentir. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, passe en premier à la tribune. Face à la presse et sans langue de bois, Maître Cheikh Sako décline ses ambitions et promet une justice qui inspire confiance et respect. Le premier axe, c'est l'accès au droit
et à la justice. Il s'agit premièrement de renforcer le ministère de la Justice pour qu'elle soit performante. Je parle de la chancellerie avec les différentes directions nationales, chancellerie avec des locaux dignes de son nom. Deuxième objectif, c'est l'indépendance d'une magistrature responsable. Il s'agit simplement de faire adopter ce qu'on appelle le statut particulier des magistrats, les magistrats ayant un corps autonome, un corps particulier. Un magistrat, ce n'est pas un fonctionnaire, donc il faut l'extirper de la fonction publique, qui soit tout à fait indépendant, comme dans tous les pays de la sous-région. La réforme de la sécurité est aussi un défi majeur pour le gouvernement de Mamady Youla. Porté récemment à la tête de ce département, Maître Abdoul Kabele Kamara est désormais l'homme par qui tout doit s'opérer pour l'émergence de la police guinéenne. Premièrement, comme objectif, poursuivre la réforme du secteur de la police et de la protection civile par la rédaction et la validation de tous les textes réglementaires qui ont été élaborés par le comité technique sectoriel ministère de la Sécurité et Protection civile. Deuxième objectif, renforcer la sécurité des personnes et des biens. Également, formation continue de ceux qui sont en exercice, du directeur général jusqu'au plus bas de l'échelle. La mise en place de l'unité d'élite de lutte contre le terrorisme. Secteur par secteur, les priorités nationales de développement et les mesures d'accompagnement seront déclinées au cours de ce séminaire. Il traduit les directives présidentielles en matière de bonne gouvernance. Fin à Kindia de la campagne de déminage du champ de tir du camp Kemebourema. 600 tonnes de munitions composées de grenades et d'obus ont été neutralisées sur ce site. Cette opération a été menée par une équipe de démineurs français et un groupe de spécialistes du génie militaire guinéen. Ceci pour prévenir tout risque d'accident. Sergent Marcel Massadouno est notre correspondant de la presse militaire. C'est la dernière opération de dépollution pyrotechnique réalisée au champ de tir de la première région militaire de Kindia. Une situation déclenchée en 2013 suite au décès de 2 recrues par la réaction d'un obus. Aujourd'hui, à travers le concours de l'Union européenne et de la France, une équipe de démineurs de la sécurité civile française et guinéenne ont neutralisé près de 600 tonnes de munitions et obus dans cette zone. Je me réjouis de cette contribution décisive qui traduit l'intérêt des autorités guinéennes pour cette action et sa volonté de s'engager résolument dans la réduction et la prévention des risques qui pèsent sur les populations de ce pays. Je tiens donc à remercier les représentants ici présents de cet engagement et de cet exemple de partenariat au service d'une amélioration concrète de la sécurité des Guinéens. Mais j'insiste aussi sur l'importance d'inscrire cet engagement dans la durée en achevant le travail d'opérationnalisation d'une unité d'artificiers guinéens qui pourra intervenir à d'autres endroits en cas de nécessité. Permettez-moi à cette occasion de renouveler, au nom de la France, mes plus sincères félicitations et remerciements à tous ceux qui ont participé à cette entreprise d'intérêt local et national, en particulier les forces armées et les unités de protection civile guinéennes, ainsi que les équipes de démineurs français qui se sont succédés en plusieurs vagues depuis 2014 pour mener à bien cette tâche difficile qui n'était pas sans risque. Le ministre d'État à la présidence chargé de la défense nationale souhaite l'extension de ce projet à d'autres localités du pays. Le résultat obtenu est bien visible et est l'expression des normes humanistes contenues dans les accords bi- et multilatéraux, notamment ceux liant l'Union européenne, la coopération française et la République de Guinée. Mon pays solliciterait par conséquent l'assistance à nouveau pour la destruction de ces engins explosifs, non seulement à Kindia, mais aussi dans les zones de Kankan, Boké et Koundara. Cette opération de dépollution a connu 2 phases. La première en 2014 pour un total de 320 tonnes détruites et la deuxième en 2016 avec 265 tonnes neutralisées.
Dans l'actualité également, les conséquences du réchauffement climatique sur l'environnement préoccupent le gouvernement guinéen puisqu'il entrave le développement. Un projet vient de voir le jour, c'est l'utilisation et la commercialisation du biogaz. Cette énergie renouvelable permettra de diminuer la production des gaz à effet de serre. Sarah Maratono, reportage. Selon les spécialistes, en Guinée, la déforestation et la dégradation des sols constituent les causes principales du changement climatique. Pour atténuer les effets de ces changements climatiques, la Guinée lance un projet de création d'un marché pour le développement et l'utilisation des ressources de biogaz. L'essentiel du projet, c'est la création d'un marché pour l'utilisation de cette technologie de façon massive. Parce que c'est quand la technologie est très développée dans tout le pays, ça permet deux choses. Au niveau de l'environnement, de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 161 000 tonnes et en même temps, les déchets, disons, les produits de biodigesteurs qu'on appelle le lisier est utilisé pour l'agriculture. Ce projet est une solution pour éviter la consommation abusive du bois et du charbon de bois. Des pratiques qui devront désormais céder la place aux techniques de production des énergies renouvelables. Le biogaz a été identifié comme une alternative à la consommation abusive du bois et du charbon de bois. C'est en ce sens que ce projet alors va contribuer à diminuer la coupe abusive du bois pour le chauffage. Le projet de création d'un marché pour le développement et l'utilisation du biogaz devrait permettre à la Guinée d'honorer l'un de ses engagements pris lors de la COP 21, réduit de 13% la production de gaz à effet de serre. Autre sujet sur financement de la Banque mondiale, le projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier organise une formation pour améliorer la gestion des sociétés minières. Elle est destinée au cadre du Bureau guinéen d'études et d'évaluation environnementale. L'objectif est de les initier à l'utilisation des bases de données comme moyen de contrôler les activités des projets miniers. Abdoulaye Diallo nous a dit plus. Dans la ville des Agrumes, à Kindia, les cadres de l'environnement et ceux des mines bénéficient d'une formation sur l'élaboration d'une base de données, un outil qui va permettre d'assurer le suivi et la mise en œuvre des plans de gestion environnementaux et sociaux des projets miniers, ce qui va faciliter l'obtention des informations sur l'application des conventions. On a recruté un consultant, il a élaboré la base de données. Si vous voulez, là, on est en train avec lui de remplir les données de référence de cette base. Donc les gens sont déjà en train d'être initiés à l'utilisation de la base. Donc à la fin de la formation, nous sommes sûrs que les gens pourront facilement se servir de cette base de données. L'organisation de cette série de formations répond à un souci majeur lié à la protection de l'environnement. Pour relever ce défi, les initiateurs appellent d'autres structures dans le but de fédérer les forces pour mener ce combat commun. Le bureau BRGM avec qui nous travaillons nous a demandé de concevoir un outil adapté à la Guinée qui permette à l'ensemble des opérateurs et des cadres du BG3E de pouvoir avoir en temps réel un suivi de tout ce qui se fait en termes d'inspection, éventuellement de pénalités. Et là, on a mis à jour un problème sur la normalisation de ces pénalités qui pourraient être infligées à l'ensemble des sociétés qui impactent nocivement sur le milieu. Les participants se sont familiarisés avec les concepts qui devront leur permettre de maîtriser l'utilisation des bases de données des sociétés minières. Je vous invite à découvrir un fruit exotique très convoité par les gourmands. C'est le mangoustan, transporté par les colons. Ce délicieux fruit avec sa chair fondante est originaire de l'Indonésie. En Guinée, pour le déguster, il faut se rendre au jardin botanique des eaux et forêts. Reportage Fodé Bangoura, commentaire Bernard Tanguino. Appartenant à la famille des Clusiacées, le mangoustanier est un arbre fruitier originaire d'Australie, produisant le mangoustan. Ce fruit, à la forme d'une petite orange, dispose d'une saveur sucrée, légèrement acide avec un parfum de framboise.
Le mangoustanier était un fruit très prisé. On ne récoltait les fruits qu'à la période où l'avion est programmé de Dakar pour Conakry pour envoyer la part du gouverneur général de l'AOF installé à Dakar et les commandants de cercle blancs qui étaient installés dans les différentes circonscriptions à l'intérieur du pays, à l'échelle nationale. Donc c'était un fruit rare, un fruit délicieux, le fruit le plus délicieux du monde tropical, au goût incomparable. Pendant la période coloniale, la consommation du mangoustan était réservée uniquement aux colons blancs, interdit aux autres personnes de l'accueillir. Le mangoustanier, l'abricotier des Antilles, le sapotier, ces fruits-là, ces trois fruits étaient réservés uniquement pour la consommation de la bouche blanche, comme on le disait à l'époque. J'ai monté une pépinière pour 3 pépinières de ces 3 espèces pour faire des plantations noyaux à l'échelle nationale pour ne pas que le pays perde complètement ses trésors naturels. Le mangoustanier, dont le fruit est l'un des plus délicieux du monde tropical. À la page santé, la mission de l'ONU-SIDA en séjour en Guinée a procédé au lancement de la composante VIH-SIDA, une autre forme de financement du Fonds mondial de lutte contre cette maladie. Le montant alloué à la Guinée pour la riposte à cette pandémie s'élève à 61 millions de dollars américains et servira à la prise en charge des personnes vivantes avec le VIH-SIDA. Plus de précisions dans ce reportage de Adjatou Bari. La Guinée est l'un des pays de la sous-région qui a réussi à faire baisser le taux d'infection du VIH-Sida. Les efforts consentis dans la lutte contre le virus ont produit des effets. Pour encourager le pays, le Fonds mondial contre le sida accorde à la Guinée 61 millions de dollars américains. Un nouveau modèle de subvention afin d'accroître la prise en charge des séropositifs. 63 000 adultes et enfants qui seront sous traitement antirétroviral grâce à cette subvention. Au moins 80% d'adultes et enfants vivant avec VIH qui resteront sous traitement antirétroviral 12 mois après le début de celui-ci. Le peuple de Guinée a fait beaucoup d'efforts dans la lutte contre le sida. Le taux d'infection sur le sida est à 2%. Donc c'est un taux d'infection qui est très bas. Il ne faudra pas baisser les bras. Il s'agit de faire des efforts maintenant pour continuer dans ce cadre. Depuis 2002, le Fonds mondial de lutte contre le sida subventionne la Guinée. Le nouveau montant alloué pour la composante VIH-Sida est réparti entre 2 récipiendaires principaux. Le secrétariat exécutif du CNLS reçoit 47 millions de dollars. Et l'ONG PSI, Population Service International, 14 millions de dollars. Chaque sous-bénéficiaire a une enveloppe et chaque enveloppe est attribuée à une ligne d'activité dans un plan d'action que ce sous-bénéficiaire a fait. Il y a un système de financement qui est édicté selon les procédures du Fonds mondial qui sera appliqué pour la gestion claire de ces différents fonds alloués au pays. Ce fonds en faveur de la riposte du VIH-Sida porte sur la période 2015-2017. Son obtention impose cependant le respect de certaines obligations. Je voudrais ici renouveler notre engagement personnel et celui du gouvernement de la République de Guinée, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à veiller à la bonne gestion des ressources qui ont été octroyées à la Guinée dans le cadre de la composante VIH. Et respectera également les clauses de l'accord de subvention, notamment celles relatives au paiement de la contrepartie guinéenne. Partenaire de premier plan, le Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida entend accroître son appui à la Guinée afin de gagner le pari de zéro infection et décès liés au VIH-Sida. Et puis cette brève, une forte délégation gouvernementale conduite par la ministre de l'Environnement s'est rendue à Koropara. Il était question de sensibiliser les populations de ce village sur le respect des mesures d'hygiène en vue de mettre fin à la maladie à virus Ebola.
Lutte contre l'insalubrité, une campagne de sensibilisation vient d'être lancée par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation en collaboration avec celui de la jeunesse. 250 jeunes sont mobilisés pour l'opération de nettoyage. Ils mèneront également une action de sensibilisation de proximité sur les notions d'hygiène auprès des ménages. Moussa Bangoura nous fait le point. Cette remise de gilets annonce le lancement de la campagne de sensibilisation pour l'assainissement de la ville de Conakry. Un projet piloté par l'ONG Action, Femmes et Développement pour sensibiliser la population sur l'insalubrité, mais aussi assurer la surveillance des dépotoirs d'ordures dans les quartiers. Il y a beaucoup de problèmes d'assainissement au niveau de la ville de Conakry. Mais ce problème, il ne doit être résolu qu'avec le concours des citoyens que vous êtes. Voilà pourquoi, avec ce problème d'emploi qui se pose aujourd'hui, le ministère de l'Emploi jeune et cette ONG qui est déjà mise en place ont voulu bien se donner la main pour que l'on puisse trouver de l'emploi pour cette jeunesse. Une opération d'employabilité des jeunes. Cette action participe à l'embellissement de la capitale. C'est un effort d'ensemble. Le président de la République l'a dit, l'assainissement est une question de tout le monde, l'engagement de tous. Dans le cadre de l'assainissement, on ne peut pas le faire seul, l'État ne peut pas le faire seul, il faut l'implication des citoyens. C'est pour cela qu'à cette phase, il y a la sensibilisation qui est aussi un élément majeur de ce projet. Pour cette première phase de projet, 250 jeunes seront déployés dans les 5 communes pour faire le porte-à-porte dans les différents ménages. Le 30 mars dernier, à Gomba, c'est dans la sous-préfecture de Kindia, les fils résidents et ressortissants de cette localité se sont retrouvés pour la Ziyara annuelle, une rencontre religieuse mise à profit pour étaler les œuvres du grand waliou de Gomba, qui le 30 mars 1911 affrontait l'armée coloniale. Une des pages de l'histoire de la Guinée dont se souviennent les descendants de ce homme saint. Tcherno Ousmane Diallo, reportage. 5 km de la ville de Kindia, le district de Gomba dans la sous-préfecture de Kolentin. Village historique connu pour avoir été fondé par un grand érudit, Tcherno Waliou Ndiaye, dit le waliou de Gomba, figure de la résistance à la pénétration coloniale, dont les œuvres sont ici rappelées à l'occasion de cette retraite islamique. Waliou Gomba a tofabe, a mouissoir pour weke Gomba made. A l'urana quarantaine sa, Nous retenons de Waliou du combat son engagement pour la paix et la forte implication pour l'éducation spirituelle des enfants de toutes les communautés. La région est sérieusement matée par sa doctrine. Et tous ceux qui étaient persécutés venaient à Gomba, en particulier les gens de Massi, de Telwile. Cette retraite islamique est la 6e du genre. La première eut lieu en 2011, 100 ans après la bataille de Gomba, à l'issue de laquelle le waliou s'est exilé en Sierra Leone, où il sera arrêté puis conduit dans la prison de Fotoba. Si au départ, cet événement religieux avait pour but de prier en la mémoire du saint homme et de ses disciples, il prend aujourd'hui une nouvelle dimension avec les invocations faites pour la prospérité du pays. On fait la prière pour la Guinée, pour le peuple. L'organisation d'une autre retrouvaille de ce genre est prévue l'année prochaine. Le Oroya Athletic Club rencontrera ce dimanche l'AS Kaloum, un duel très attendu par les supporters des deux clubs rivaux de la capitale. Des deux côtés, la détermination et la rage de vaincre sont de mise. Kadiatou Traoré nous fait le point. Dimanche 3 avril, au stade du 28 septembre, aura lieu le classico guinéen entre le Oroya Athletic Club et l'association sportive de Kaloum. C'est un match en retard de la 5e journée de la Ligue 1 du championnat professionnel. Côté Oroya, Vuka va découvrir son premier derby du championnat guinéen. Et le technicien français ne veut surtout pas perdre face au sous-marin jaune. On sent l'importance du match, tout le monde a envie de gagner, les joueurs aussi. Nous, le staff, naturellement, encore plus. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus s'en faire qu'une idée et se dire, voilà, tu gagnes ce match, c'est le plus fort. Non, il faudra confirmer sur toute la saison. Tu vas rencontrer deux équipes qui vont se battre pendant 90 minutes sur tous les ballons.
voilà, je pense que bon, ça va être sûrement un genre de rencontre avec beaucoup de duels. Pour l'association sportive de Kaloum, ce match contre son éternel rival n'est pas à perdre. Les Kaloumistes comptent maintenir leur avantage au classement face aux Rouges et Blancs de Matam. Gagner le Classico, c'est avoir un avantage psychologique sur l'adversaire. En même temps, vous n'êtes pas sans savoir que le Réa est le champion sortant. Et puis, au vu, en tout cas du classement, le Réa a un match en retard et nous sommes à 2 points devant. C'est-à-dire que s'il gagne le match en retard, il passe automatiquement devant. Donc on risque de se faire distancer sur ce match-là. Si on n'arrivait pas à prendre les 3 points, le Réa pourrait nous distancer. Donc tout est réuni en tout cas pour que ce derby-là ait une particularité de revêtir une importance vraiment capitale pour le club de l'AS Kaloum. Deuxième au classement général, l'association sportive de Kaloum est le club qui, depuis le début de la saison, reste invaincu. 4 victoires et 4 matchs nuls. Alors que le Royal Athletic Club est 5e avec 14 points et 2 matchs en retard. À la même page, une autre rencontre hors de nos frontières. En Espagne, le FC Barcelone accueille le Real Madrid de Zidane au compte de la 31e journée de la Liga. Ce grand derby est beaucoup attendu aussi par les fans du Curon. Page noire, Morlaye membre du Conseil économique et social et ancien président de la Chambre du commerce, de l'industrie et d'artisanat, a été inhumé cet après-midi au cimetière de Cameroun. Bien avant, un vibrant hommage lui a été rendu au Palais du Peuple. Yaya Silla. Des parents, amis et collaborateurs de feu Morlaye Diallo ce matin dans la salle de conférence du Palais du Peuple. Affectueusement appelé Tommy, le conseiller Morlaye Diallo est décédé lundi 28 mars 2016 des suites de maladies à la clinique Pasteur. Les collaborateurs de l'illustre disparu lui ont rendu un témoignage digne de son rang. Qui était M. Diallo pour nous travailleurs de Sogico? Depuis le démarrage de la société en novembre 1980, jusqu'à la veille de sa disparition, M. Diallo s'est investi pour faire de ces travailleurs les membres d'une même famille. C'est une de nos bibliothèques qui s'est éteinte, un de nos baobabs qui est tombé. Une perte inestimable pour la communauté des femmes et des hommes d'affaires de Guinée. Aussi particulièrement pour sa famille, ses collègues et ses amis que nous sommes. Ancien président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, ancien membre de la Confédération patronale des entreprises de Guinée, ancien membre du Conseil économique et social de Guinée, Morlaye Diallo a su tisser des bonnes relations avec son environnement immédiat. Tommy, mon ami, mon frère, j'ai prié dans cette salle d'hôpital. Je t'ai tenu dans mes bras et demandé la clémence au Seigneur. Je t'ai serré dans mes bras et j'ai prié. Tommy, mon ami d'enfance, mon frère, est-ce toi que je parle? La mort est arrivée. Morlaye Diallo s'en est allé pour de bon. La Guinée perd un cadre chevronné. Le pays perd un homme qui capitalisait de riches expériences. Après son oraison funèbre, le Conseil économique et social a renouvelé son témoignage de sympathie à la famille de l'illustre disparu. À votre nom, à vous tous, nous remercions le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour son implication personnelle et que l'âme de Morlaye repose en paix. Les représentants des confédérations patronales du Sénégal et du Burkina Faso n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du défunt Morlaye Diallo. Du Palais du Peuple, la dépouille mortelle de Morlaye Diallo est transportée à la mosquée Faisal pour la prière mortuaire. C'est dans les environs de 15 heures que le conseiller Morlaye Diallo a été inhumé au cimetière de Cameroun.
Décédé le mardi 29 mars 2016 à Rabat au Maroc, Maxime Camara, le célèbre ailier gauche du Afia FC et du Sili national des années 70, a été inhumé ce vendredi au cimetière de Cameroun. Un hommage lui a été rendu dans la matinée par une foule de parents et amis. Nous y reviendrons avec Omar Djeng dans nos éditions à venir. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Excellente suite de programmes sur la télévision nationale. Bonsoir à tous.